Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce dernier Meet and Share Concept de l'année 2025. On est ravis de vous accueillir avec une présentation d'Océane sur la méthode Photo Voice. Donc, on va attendre que tout le monde arrive et puis on va démarrer dans quelques minutes. Merci à tous d'être avec nous dans cette fin d'année. Océane, est-ce que tu vois bien mon écran avec le réseau? Parfait. On va encore attendre quelques instants. Donc, bonjour à tous. On va bientôt commencer ce dernier webinaire Meet and Share Concept de l'année 2025. Vous pourrez poser vos questions comme à chaque Meet and Share dans le Q&A et on y répondra, on aura du temps dédié pour y répondre à la fin de la présentation. Bonjour, je vois qu'il y a des patients partenaires qui nous ont rejoints. Bonjour Myriam, des chercheurs, des acteurs de la santé. On a encore un public très varié. On va commencer doucement et ça fera arriver les derniers arrivants. Donc, merci Océane de nous rejoindre aujourd'hui. Bonjour à tous et à toutes. Donc, nous sommes ravis de passer ce dernier Meet and Share avec vous. Donc, on va vous présenter très rapidement le réseau concept et puis après, on passera à la présentation sur la méthode Photo Voice par Océane Pité. Donc très rapidement, parce que je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà notre réseau Concept. Donc le réseau Concept, c'est un réseau national porté par le Centre Léon Bérard et l'INSERM 1296, qui a été financé par l'INCa pour 4 ans et qui est composé de 7 partenaires scientifiques et acteurs de terrain. D'une part, le marketing social représenté par le HESP, mais aussi la nutrition, l'épidémiologie avec l'ERN, le CRES, Gustave Roussy qui travaille sur les biomarqueurs, la détection précoce des cancers, le CIRC ou l'IARC, notre partenaire international pour l'épidémiologie des cancers, notre partenaire de terrain qui est l'Auvergne Promotion Santé Auvergne-Rhône-Alpes, le CERPOP à Toulouse sur tout ce qui est lié à l'inégalité sociale et la recherche participative, et le Centre Léon Bérard, le POPS et ReShape pour tout ce qui est lié à l'économie de la santé, la recherche participative, l'épidémiologie, la nutrition et l'environnement. Donc vous voyez, il y a beaucoup de thématiques pluridisciplinaires et complémentaires pour parvenir à mieux comprendre la recherche en prévention primaire des cancers. Donc, notre objectif, c'est vraiment de mieux répondre aux enjeux de prévention des cancers en traduisant toutes les connaissances sur les cancers en actions de prévention efficaces et durables. Donc, pour ce faire, on veut développer des approches qui sont innovantes et qui sont fondées à la fois sur la recherche transdisciplinaire, mais aussi sur l'expertise de terrain. On souhaite fonder des synergies et surmonter les différentes fragmentations de la prévention et comprendre comment on peut intégrer les interactions entre, d'une part, le comportement, mais aussi l'environnement dans la thématique de la prévention. Donc, on a une grande thématique qui est assez commune à notre réseau, qui est l'approche participative, avec un triptyque avec 3 grandes dimensions. Le groupe de citoyens Coprica, qui est porté par le CERPOP et qui est disponible pour tous les projets de recherche. Le groupe GEMMix, qui analyse la recherche participative et aide à mettre en place la méthodologie des projets. Et l'implémentation de toute cette méthodologie au sein des projets de recherche.
Et enfin, pour synthétiser le concept, voilà, on est plus que la somme des équipes et des individus. On met en place des événements de mise en relation de réseau. On crée ensemble des projets de recherche qui répondent aux différentes disciplines et transdisciplinaires. On met en place ces meet and share tous les troisièmes jeudis du mois pour mettre en avant, sensibiliser et vulgariser sur la prévention primaire des cancers. Et on a des groupes de travail sur différentes méthodes. Donc voilà pour la présentation du concept. Et maintenant, je vais donner la parole à Océane. Donc Océane, tu es chargée de recherche et doctorante à Unisanté et tu as fait un master en psychologie cognitive et psychologie appliquée en sciences du comportement à l'Université de Genève. Et maintenant, tu vas nous présenter un projet sur la méthode PhotoVoice. Donc, je te laisse présenter ton écran. Et merci à toi. Alors, merci pour l'invitation. Alors, je vais vous partager mon écran. Hop, Parfait. là, super. Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'accueillir aujourd'hui pour présenter donc une méthode particulière qui s'appelle la méthode PhotoVoice. Alors, pour commencer, je voulais vous en dire un petit peu plus sur qui sommes-nous finalement, Unisanté. Donc Unisanté, c'est un centre universitaire de médecine générale et de santé publique qui vise à promouvoir et améliorer la santé des personnes et des populations dans leur environnement et quel que soit leur statut socio-économique par de la prévention, des soins ambulatoires et des mesures de santé publique, et tout ceci dans un cadre académique. Et au sein d'Unisanté, je fais partie du secteur coproduction en santé qui est dirigé par la professeure Marianne Durand. Donc, c'est un secteur qui a des activités d'enseignement, de recherche et aussi d'implémentation. Et les buts, c'est vraiment de promouvoir l'implication des patientes et des patients et du public dans la médecine, d'encourager la prise de décision partagée et aussi de favoriser une approche multidisciplinaire. Et c'est une filière académique qui est une première en Suisse. Voilà. Alors, je voulais aussi vous faire un petit contexte de nos deux études et de leur objectif. Donc moi, je travaille dans le cadre de ma thèse sur la thématique de l'endométriose et j'ai ma collègue qui s'occupe de la thématique du dépistage des cancers féminins sur lequel je travaille également. Donc en fait, l'objectif dans le cadre de ces deux études, c'est de développer un outil d'aide à la décision sous forme de chatbot. Donc pour l'étude 1, pour la gestion des symptômes de l'endométriose et pour l'étude 2, pour le dépistage des cancers féminins. Donc les outils d'aide à la décision, c'est des outils qui sont utilisés avant ou pendant la consultation médicale pour soutenir une prise de décision éclairée et partagée avec le soignant. Et les outils d'aide à la décision, pour qu'ils soient définis en tant qu'outils d'aide à la décision, ils doivent inclure plusieurs éléments. Donc, ils doivent décrire explicitement la décision de santé à prendre. Ils doivent inclure des informations factuelles et équilibrées sur les options disponibles, en incluant les inconvénients et les avantages associés à chaque option. Et ils doivent aussi aider les patients à clarifier leurs valeurs et ceci en lien justement avec les inconvénients et les avantages de chaque option. Et du coup, les outils d'aide à la décision, ils ont montré des avantages, donc notamment pour améliorer la connaissance chez les patientes et les patients, pour réduire le conflit décisionnel et pour améliorer la concordance entre les choix effectués par les patientes et les patients et leurs valeurs. Et du coup, dans le cadre de nos deux études, la première étape pour le développement d'un outil d'aide à la décision, c'était de recueillir des données sur les besoins des patients et des patientes en matière d'information et d'aide à la décision. Et c'est dans ce cadre-là que l'on s'est intéressé à la méthode PhotoVoice. Voilà, donc maintenant je vais vous présenter rapidement le contexte de la photo, l'utilisation de la photo dans la recherche, et ensuite plus spécifiquement de la méthode PhotoVoice. Donc l'utilisation de la photo dans la recherche, elle trouve en fait ses racines dans l'anthropologie. Donc les chercheurs depuis bien plusieurs années ont commencé à utiliser les photos comme moyen de faciliter le dialogue avec les participants, en co-construisant la signification des images.
Et donc, les chercheurs, ils ont utilisé la photographie de différentes manières et à des fins diverses. Et donc, il y a plusieurs approches qui ont été développées au travers des années avec la photographie comme élément central. Et on peut citer notamment donc, la photoélicitation, l'autophotographie, la photographie participative, la photographie herméneutique et aussi le photo voice. Et donc, le photo voice, c'est une méthode particulière qui est née de 3 cadres théoriques distincts. Donc, le premier, c'est l'empowerment au travers de l'éducation à l'autonomisation pour une conscience critique, la théorie féministe et la photographie documentaire. Donc, qu'est-ce que c'est la méthode Photo Voice? Donc, le Photo Voice, c'est une méthode participative et qualitative qui place en fait un appareil photo entre les mains des participants. Les participants, ils vont prendre des photos et les commenter. Et donc, ça permet de partager leur expérience ou leur point de vue. Et ensuite, ces photos, elles vont devenir vraiment le point de départ de discussion et de réflexion. Et c'est important de préciser que parmi les différentes approches visuelles qui ont été développées, donc que je vous ai citées juste avant, la méthode Photo Voice, elle est assez particulière car elle est associée à un cadre bien défini qui peut être reproduit, développé et établi et qui incarne en fait les principes aussi de la recherche participative. Donc la méthode Photo Voice, elle a été décrite pour la première fois dans les années 90 par Caroline Wang et Marianne Burris dans un article qui était intitulé Photo Voice, Concept, Methodology and Use for Participatory Needs Assessment. Elles avaient utilisé la méthode Photo Voice dans le cadre d'une recherche auprès de femmes qui vivaient dans des communautés agricoles rurales dans la province chinoise de Yunnan. Et en fait, elles ont demandé aux participants de photographier leur vie de tous les jours. Et du coup, elles ont pu utiliser la méthode Photo Voice pour évaluer la santé et les besoins socio-économiques des femmes, et dans le but ensuite de pouvoir améliorer la vie de ces femmes. Et donc, elles décrivent, ces auteurs, cette méthode comme un processus qui permet aux personnes d'identifier, de représenter et de mettre en valeur leur communauté grâce à une technique photographique spécifique. Et dans leur papier, les auteurs, elles indiquent que le Photo Voice, il a 3 buts. Donc le premier, c'est de permettre aux personnes de capturer et de refléter les forces et les préoccupations de leur communauté. La deuxième, c'est de promouvoir le dialogue critique et la connaissance des questions importantes pour la communauté à travers des discussions en petits et grands groupes autour de photographies. Et la troisième, c'est de pouvoir aussi atteindre les décideurs politiques. Donc, la méthode Photo Voice, c'est une méthode de recherche, mais aussi un outil de changement. Donc, la méthode Photo Voice, elle a été beaucoup utilisée, notamment avec des populations dites marginalisées. En effet, donc, c'est une méthode qui permet de mettre donc des appareils photo entre les mains de personnes qui sont souvent réduites au silence dans la sphère politique, afin qu'elles puissent représenter en fait leur communauté et raconter leur quotidien avec leurs propres mots et ensuite de pouvoir devenir des catalyseurs du changement social. Donc finalement, cette technique, elle permet de raconter l'expérience vécue au-delà des mots et de la langue et elle peut être appliquée à de nombreuses personnes, notamment des personnes, par exemple, qui sont issues de la migration et qui ne parlent pas forcément la langue du pays d'accueil. Et le Photo Voice, il peut être appliqué à de nombreux domaines et il a été utilisé avec succès dans les domaines notamment de l'éducation, des études sur le handicap, de la santé publique et des réfugiés. Donc ça témoigne de sa grande applicabilité. Et donc c'est une méthode aussi qui est donc participative. Donc elle utilise des méthodes de recherche participative donc pour encourager les participants à diriger aussi le processus de recherche. Donc, ils vont le faire en représentant visuellement et en racontant leur expérience de la vie quotidienne. Et en fait, les méthodes de recherche participative, historiquement, elles ont été développées en réponse aux critiques concernant les rapports de pouvoir qui pouvaient être présents dans la recherche traditionnelle, où le chercheur, du coup, dans la recherche traditionnelle, prend généralement toutes les décisions importantes. Et donc, dans la recherche participative, quand on place en fait les participants au centre de l'étude et on leur permet de guider une grande partie du processus de leur recherche et on leur donne plus de pouvoir de décision.
Et donc, dans cette approche, le rôle du chercheur, ça devient plus un rôle de facilitateur. Et donc, il doit adopter une position plus d'apprenant plutôt qu'une personne qui a les réponses. Et par contre, il est important que le facilitateur ait une connaissance et une compréhension de la culture, de l'histoire et de l'économie dans lequel les participants sont. Et donc, le photo voice, en fait, il encourage les participants, qui sont donc considérés comme les experts de leur propre situation, à s'appuyer donc sur leur histoire personnelle et leurs expériences. Et donc, l'accent, il est vraiment mis sur l'importance de raconter leur propre histoire, plutôt que de laisser, en fait, les autres la raconter à leur place. Donc, le photo voice, c'est vraiment un moyen de transmettre des connaissances dans lesquelles les chercheurs et les décideurs politiques sont ceux qui apprennent et reçoivent ces enseignements. Maintenant, plus concrètement, je voulais vous parler donc des différentes étapes pour mettre en place un photo voice. Donc, une des premières étapes, c'est de sélectionner et recruter un public cible qui est composé du coup des décideurs politiques ou de leaders communautaires en lien avec la thématique que l'on souhaite traiter. Ensuite, il s'agit donc de recruter un groupe de participants donc pour le Photo Voice. Ensuite, il s'agit de présenter la méthodologie Photo Voice aux participants et donc de faciliter une discussion de groupe, bien sûr d'obtenir le consentement éclairé des participants, de proposer un thème initial pour la prise de photos. Donc, les photos, elles vont être prises vraiment selon un thème. C'est pas totalement libre, mais par contre, le thème peut être défini avec les participants. Et ensuite, ça va être de distribuer les appareils photo aux participants et de regarder avec eux comment est-ce qu'on utilise ces appareils photo tout en leur laissant une place créative, donc leur laisser une certaine créativité ensuite dans la prise des photos. Ensuite, c'est de laisser du temps aux participants pour prendre des photos. Donc là, ça va aussi dépendre de la thématique, le temps qui est laissé. Ça peut être une journée, comme ça peut être plusieurs semaines. Et une fois que les participants ont pris des photos, les ont sélectionnées, il y a ensuite une phase où les personnes se rencontrent à nouveau pour discuter des photos et justement pour explorer les thématiques, qu'est-ce qui est ressorti de ces photos. Et enfin, généralement, il y a une phase de planification avec les participants pour partager les photos et les récits. Donc ça peut être sous plusieurs formats, ça peut être justement de faire une exposition photo, de le partager avec les décideurs directement. Enfin voilà, ça va vraiment dépendre des objectifs de l'étude et de ce qui est faisable. Et justement, j'ai mis un petit warning qu'il n'existe pas en fait de format universel qui dicte les procédures à suivre pour mettre en œuvre un projet Photo Voice. Donc il y a des Photo Voice quand on regarde dans la littérature qui durent quelques jours et il y en a certains qui durent plusieurs années. Donc ça va vraiment dépendre de la thématique, des objectifs de la recherche, des participants. Donc voilà, après il y a les bases, on va dire, des étapes qu'on peut suivre, mais ensuite c'est vraiment de pouvoir construire aussi avec la communauté le projet. Et bien sûr, après, ça peut aussi dépendre des ressources qu'on a à disposition. Donc maintenant, je voulais vous en dire un petit peu plus sur le Photo Voice que l'on va mettre en place dans le cadre de notre recherche sur l'endométriose. Alors, cette recherche, donc c'est une recherche qualitative transversale avec une approche donc basée sur la participation de la communauté. Et donc, on travaille avec 2 patientes partenaires dans le cadre de cette recherche avec lesquelles on discute chaque mois sur le projet et les différentes étapes de la recherche. Donc, dans le cadre de cette première étude, donc, notre population cible, ce sont donc des femmes atteintes d'endométriose et on souhaite atteindre une population de 20 femmes qu'on va répartir en 2 groupes séparés parce que 20 personnes pour un photo voice, ça fait quand même beaucoup quand on doit justement discuter ensemble. Donc, on a décidé de le séparer en 2 groupes de 10 personnes. Donc, c'est généralement ce qui se fait, des fois un peu moins, un peu plus, mais voilà, 20 personnes, ça fait un petit peu trop. Donc, la première étape, ça va être bien sûr donc d'obtenir leur consentement pour participer à la recherche.
Ensuite, on va faire une première rencontre, donc en présentiel, qui sera co-modérée avec une patiente partenaire. Donc durant cette première rencontre, on va leur expliquer l'étude, et on va, aussi donc leur, donner le matériel, donc qui sera un appareil photo jetable. Donc on a fait ce choix de l'appareil photo jetable pour que tout le monde, puisse être dans les mêmes conditions. Donc c'est vrai qu'il y avait eu des discussions sur est-ce qu'on choisit, plutôt de leur laisser faire avec leur appareil, photo sur le téléphone portable, ou bien de faire avec un appareil photo jetable, mais c'était vraiment dans une optique, d'équité qu'on a fait ce choix-là. Voilà, donc on va leur distribuer un appareil photo jetable et aussi un petit cahier pour qu'elles puissent prendre des notes, en fait, à chaque fois qu'elles prennent des photos, pour qu'elles puissent aussi se souvenir, de pourquoi elles ont pris telle ou telle photo, étant donné qu'il va se passer un moment entre la première rencontre et la rencontre de discussion et de restitution. Donc voilà, ça c'est important aussi. Et durant cette première rencontre, on va, donc aussi leur expliquer, comment fonctionne, la méthode PhotoVoice, comment fonctionne l'appareil photo et aussi leur expliquer on a fait le choix aussi de leur demander de ne pas prendre en photo des personnes qui puissent être reconnaissables, à cause du droit à l'image. Parce que ça compliquait beaucoup, en fait, l'étude, parce que s'il y a des personnes reconnaissables qui apparaissent sur des photos, il faudrait leur faire signer un consentement, hem, à l'étude, plus un droit à l'image. Donc voilà, ça, c'est aussi des discussions qu'on avait eues. Donc on va leur demander, si elles veulent prendre des photos en personne, que ce soit par exemple de dos ou avec un flou artistique, mais qu'elles ne soient pas reconnaissables sur les photos. Voilà et du coup, cette première rencontre va aussi être, enregistrée, pour pouvoir, prendre des notes, dans le cadre de l'étude. Ensuite, on va donner 4 semaines aux participantes pour prendre des photos. Pourquoi 4 semaines? C'est parce que, ça représente en fait un cycle menstruel, ce qui est assez, important, enfin qui a quelque chose de central, dans le cadre de la thématique de l'endométriose. Donc voilà, ils auront 4 semaines pour prendre des photos. Et du coup, on a déterminé un thème qui pourrait encore évoluer avec les participantes, qui est, de prendre des photos sur le thème de «Vivre avec l'endométriose et les symptômes associés, vos besoins en information et en soutien». Donc une fois qu'elles ont pris les photos, elles vont pouvoir nous renvoyer l'appareil photo à l'aide, d'une lettre préaffranchie et nous, on va pouvoir développer, toutes les photos qu'elles auront prises. On va leur renvoyer les photos et leur demander de faire une sélection de 3 à 5 photos, donc les photos qui leur parlent le plus, qui sont le plus représentatives, de leur vécu et ensuite on va discuter de ces photos lors d'une deuxième rencontre en présentiel, donc avec le même groupe que la première fois et on va, ensuite pouvoir discuter de ces photos avec la méthode qui s'appelle Shout, donc avec, des questions en fait préétablies avec qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qui se passe sur cette photo? Le lien avec votre vie. Pourquoi est-ce que ce problème, il existe et comment est-ce qu'on peut, l'améliorer ou agir dessus pour faire en sorte que, voilà, que ce soit amélioré? Donc à nouveau, pour cette, discussion, on va l'enregistrer, prendre des notes aussi de terrain et ensuite, faire une transcription de ce qui a été dit pour pouvoir en fait, analyser tous ces échanges pour pouvoir ensuite, voilà, créer des données de recherche, écrire un article et du coup, bah, ce qui est dit sera important, les photos également. Donc ce sera plusieurs, types de données qui pourront être utilisées ensuite, dans le cadre de notre recherche. Et le dernier point, ce sera donc l'organisation, d'une exposition photo. Donc on souhaiterait pouvoir organiser avec les participantes et aussi avec nos patientes partenaires, une exposition, photo qui soit publique, où on pourrait aussi justement inviter, des décideurs, ou des personnes justement, importantes, en lien avec notre thématique.
et pouvoir finalement utiliser les photos qui ont été prises dans le cadre de ce Photo Voice, avec aussi l'explication de qu'est-ce que raconte cette photo, et aussi faire en sorte que les participantes puissent être présentes à côté de leurs photos pour aussi pouvoir en dire plus sur leur expérience. Au niveau des analyses prévues, donc des différentes données collectées, donc comme j'ai dit tout à l'heure, il y a les photos qui sont présentées par les participantes, les transcriptions de discussions et les notes de terrain. Donc on va les analyser selon un plan d'analyse de données qui est basé sur une approche thématique en 2 étapes, qu'on va faire avec le logiciel MaxQDA. Donc on va, dans un premier temps, donc on aura les transcriptions des échanges, et on va les coder pour identifier des thèmes et des sous-thèmes en lien avec nos questions de recherche. Et dans un second temps, on va faire un codage un peu plus approfondi qui va permettre de faire émerger de nouveaux thèmes. Et ensuite, les codes similaires, ils seront ensuite regroupés et organisés en familles et en réseaux. Et donc pour assurer donc la fiabilité et la qualité de l'analyse, donc 20% des transcriptions vont faire l'objet d'un double codage indépendant. Donc ça veut dire qu'il y aura une deuxième personne qui n'a pas du tout discuté avec la première personne qui a fait les codages, qui réalisera 20% des codages de manière indépendante. Et ensuite, s'il y a des divergences entre les codeurs, ils pourront être discutés jusqu'à obtenir un consensus. Et aussi, donc, pour renforcer la validité, la crédibilité des résultats, il y aura aussi une de nos patientes partenaires qui sera impliquée dans un exercice de triangulation. Donc elle va aussi participer à la révision des codes, des thèmes et des interprétations avec l'équipe de recherche. Et donc ça permettra d'avoir des résultats qui reposent à la fois sur le point de vue des chercheurs, mais aussi sur le point de vue des patients. Et être sûr qu'il y ait plusieurs perspectives qui soient prises en compte lors de l'interprétation des données. Concernant les cadres méthodologiques qu'on va utiliser, donc on va utiliser COREC. Donc c'est une liste de 32 critères qui servent en fait à rapporter de manière systématique les résultats des études qualitatives, notamment justement les groupes de discussion. On va aussi utiliser le GRIP2, qui vise en fait à améliorer la manière dont l'implication des patients et du public est rapportée dans la recherche. Et enfin, on va utiliser le guide AME sur la réflexivité. Donc, en effet, la recherche qualitative, elle repose donc sur des jugements qui peuvent être nuancés et qui nécessitent une forte réflexivité de la part des personnes qui analysent les données. Et parfois, cette réflexivité, elle est abordée de manière superficielle, voire ignorée. Et en fait, le guide émet, dans le guide émet, en fait, la réflexivité est définie comme un ensemble de pratiques continues, collaboratives et multiples, à travers lesquelles les chercheurs analysent de manière critique l'influence de leur subjectivité et de leur contexte sur le processus de recherche. Donc c'est vraiment d'avoir une certaine réflexivité aussi sur soi-même et sur ses interprétations. Voilà, donc je sais qu'on est dans un réseau plus orienté cancer. Donc c'est vrai que ma recherche s'oriente plus sur l'endométriose, mais du coup je voulais aussi vous montrer un exemple un peu plus concret de l'utilisation de la méthode Photo Voice dans la prévention du cancer. Donc je voulais vous présenter un article. Donc c'est un article qui a utilisé une recherche qui a utilisé le Photo Voice dans la prévention du cancer, et plus spécifiquement, c'est une étude sur le niveau de sensibilisation au cancer chez les lycéens au Népal. Et donc la question qui était adressée à ces lycéens, c'était: comment le cancer est-il présent dans votre environnement? Donc il y avait un certain nombre de photos, donc là je vous en ai mis juste 3. Et je voulais vous dire ce qui avait été recueilli en fait comme discours de la part des personnes qui ont pris ces photos. Donc pour la première photo, par exemple, donc on voit c'est des paquets de cigarettes. Et donc la personne a dit bah, voilà, qu'elle voit beaucoup de paquets de cigarettes, que les gens achètent et fument ces cigarettes.
et que cela peut endommager les poumons et provoquer le cancer. Et donc, elle a expliqué qu'il y avait plusieurs raisons pour lesquelles les personnes, fument ces cigarettes. Donc ça peut être pour se montrer, ça peut être pour réduire le stress et c'est aussi, elle explique aussi que dans le passé, il y avait beaucoup de personnes, qui fumaient du tabac et que cette génération a copié, en fait, le comportement de leurs parents ou de leurs proches et elle explique aussi que la fumée de cigarette peut, affecter même les personnes, qui se trouvent autour et qui ne fument pas. Et les chercheurs ont posé la question à la fin de qu'est-ce qu'on peut faire finalement, en lien avec cette problématique et ce lycéen a répondu que les gens devraient arrêter de fumer et qu'il faudrait aussi interdire la production et la distribution de cigarettes dans notre communauté. Pour la deuxième image, je reviens en arrière, donc la personne, a dit que, bah, voilà, elle voyait une affiche, interdiction de fumer, que le gouvernement avait installé, ces affiches, en fait, dans certains endroits pour, décourager, en fait, les gens à fumer dans ces zones. Mais, que même si ces affiches, elles existent, certaines personnes ne respectent pas les règles et continuent de fumer devant les panneaux. Et son idée à elle, c'était de donner des punitions et des amendes à ceux qui ne respectaient pas la règle. Et sur la troisième image, en fait, c'est une image où on voit une femme qui nourrit son enfant. Et donc la personne qui a pris sa photo explique que donc c'est une mère qui achète de la nourriture, de rue et nourrit son enfant avec. Et elle explique que, la malbouffe, elle est moins chère et les aliments sains, ils sont particulièrement coûteux. Et elle explique, plus spécifiquement que, l'analphabétisme, l'ignorance et la pauvreté sont des grands problèmes au Népal et que beaucoup de personnes pauvres n'ont pas les moyens d'acheter des aliments sains et surtout ne connaissent pas l'importance, d'une alimentation équilibrée et du coup qu'elles consomment des aliments qui sont de mauvaise qualité, bon marché, ce qui peut nuire à leur santé. Et que même lorsqu'elles tombent malades, elles n'ont pas accès aux services de santé. Et cette personne propose du coup des programmes de sensibilisation. Oui, elle propose que des programmes de sensibilisation au cancer soient organisés et aussi que le gouvernement devrait réduire les prix des légumes, devrait aussi donner plus accès à l'éducation et aux soins médicaux pour que tout le monde puisse en profiter. Et elle propose aussi que les tests de dépistage au cancer devraient être gratuits. Donc voilà, on peut voir ici quelques exemples et tout ce que ces photos en fait expriment. Donc c'est un point de départ en fait pour des discours ensuite qui sont très riches de sens et qui peuvent ensuite mener voilà, à des réflexions très approfondies. Voilà et du coup, je voulais conclure avec, finalement quels sont les avantages et les limites de la méthode Photo Voice. Donc, je vais commencer avec les avantages. Donc, c'est une méthode qui est innovante et qui est surtout centrée sur les patients, les patientes et qui est participative. C'est une méthode qui permet aussi une compréhension, contextuelle riche grâce aux images et aux récits. Donc ça permet vraiment de capturer, l'expérience vécue au quotidien, et c'est accessible finalement à tout le monde, sans besoin de savoir, lire, écrire ou de connaître, la langue locale. Donc c'est un autre moyen de pouvoir s'exprimer également. C'est aussi une méthode qui permet, de favoriser donc la coproduction de connaissances et d'avoir aussi un dialogue plus égalitaire et qui permet aussi donc d'une part l'identification, des besoins et des problèmes qui peuvent être dans la communauté, mais ça permet aussi de rendre compte des ressources qui sont dans la communauté. Et donc c'est une méthode, assez spéciale qui a un potentiel finalement pour stimuler un changement social et politique et donc qui est une méthode assez forte et engagée. Ensuite, en ce qui concerne, donc les limites,
Donc, c'est quand même une méthode qui demande un investissement temporel et organisationnel important, autant du côté des chercheurs que des participants. Donc, comme on a pu le voir, ça demande de se réunir plusieurs fois pour discuter, de prendre du temps pour prendre les photos. Alors, bien sûr, ça peut dépendre des études, ça peut être quelques jours, mais des fois, ça dure sur plusieurs années. Ça nécessite aussi un soutien aux participants et aux participantes, donc notamment pour l'usage des caméras, donc enfin des appareils photo, de comment est-ce qu'on utilise un appareil photo, donner les informations de base. Certaines personnes, des fois, peuvent aussi avoir peur en disant moi, je ne suis pas quelqu'un d'artistique, je ne sais pas prendre des photos, donc c'est aussi de pouvoir les rassurer à ce propos. Ça peut être aussi d'intégrer dans le groupe de discussion aussi des traducteurs communautaires. Donc ça, c'est quelque chose aussi, s'il y a besoin qu'on va introduire dans nos recherches pour pouvoir aussi inclure des personnes, par exemple, qui ne parleraient pas le français. Et aussi, donc c'est quand même une méthode avec des données qui ne sont pas forcément faciles à interpréter. Donc, il faut faire attention, il faut avoir une certaine réflexivité au niveau de l'interprétation des images et des récits. Et donc, ça nécessite une certaine rigueur et aussi rester humble en tant que chercheur par rapport à, voilà, par rapport à nos interprétations et toujours justement travailler avec les participants et aussi avec des patients partenaires pour, voilà, pour rester dans des interprétations qui soient pertinentes pour la communauté. Et enfin, un dernier point, c'est au niveau de l'engagement des politiques ou des décideurs. Donc, il y a quand même une certaine difficulté à engager ces personnes-là qui peuvent être très occupées ou qui ne voient peut-être pas forcément l'intérêt de ces recherches-là. Donc, c'est aussi tout un travail en plus de faire cet effort d'engager justement les politiques pour aussi amener un changement social et politique. Voilà, donc c'était tout pour moi. Merci beaucoup de m'avoir écoutée et je reste à disposition pour des questions, des réflexions ou autres. Merci infiniment, Océane. C'était très intéressant, très clair, posé, donc c'était vraiment facile à suivre. Et puis je pense que ça permet bien de différencier le photo voice d'autres méthodes auxquelles on peut peut-être confondre, auxquelles j'avais confondu par exemple au début, où utilise des images pour faire parler les gens, mais c'est pas eux qui font les photos. Ça, c'est souvent connu, mais c'est différent du photo voice. Alors, est-ce qu'on a des questions? J'ouvre le Q&A, j'ai l'impression qu'il y en a une. Il y a une question de Adèle Perrin. Bonjour, merci beaucoup pour cette super présentation. J'ai deux questions sur la présentation. Comment discuter des photos? Est-il possible de le faire en entretien collectif ou individuel? Peut-on utiliser des guides d'entretien en lien avec nos questions de recherche ou cas théoriques possibles? Ou faut-il utiliser la méthode SHOWed? La deuxième question, c'est les photos ont-elles forcément un lien fort avec le sujet ciblé? Sur le sujet de l'endométriose, y a-t-il des consignes y a-t-il des consignes de prendre des photos en lien avec la maladie? Si on traite dans un sujet comme l'obésité, faire des photos de nourriture, repas, etc. en consigne. Donc il y a deux grosses questions, une plutôt sur la méthode sur l'entretien par rapport aux photos et une plutôt sur les consignes sur les photos. Mmh. Alors par rapport aux entretiens, donc c'est vrai que généralement, en fait, ça se fait en groupe. Parce que ça permet aussi aux personnes, donc par exemple, il y a une personne qui présente ses photos et ça permet aussi aux autres personnes tout d'un coup de se dire ah bah oui, ça reflète quelque chose chez moi et puis de pouvoir aussi engager une discussion de groupe. Donc ça permet aussi une plus grande richesse en fait de pouvoir le faire en groupe. J'ai pas vu, à ma connaissance, j'ai jamais vu de photo voice où les entretiens étaient individuels, donc c'est vrai que c'est généralement en groupe. Après, encore une fois, c'est pas une méthode non plus avec un cadre extrêmement fixe. Donc, ça pourrait être une solution, mais c'est vraiment cet ajout finalement de la réflexion de groupe qui donne aussi sa richesse à cette méthode. Après, il y avait C'était une la, autre.
chose. Est-ce qu'il y a des guides d'entretien, par exemple? Là, tu as répondu à la première question sur si c'était plutôt collectif plutôt qu'individuel. Est-ce qu'il y a un guide d'entretien en lien avec les questions de recherche ou le tas théorique? Alors c'est vrai que la méthode SHOUT est assez utilisée donc pour pouvoir, justement, Les discuter des faire photos. parler? C'est ça, pour pouvoir les faire parler. Après, j'ai vu aussi des études où ils utilisaient d'autres types de questions en lien avec aussi leur thématique de recherche. Donc nous, on a déjà préparé aussi un guide d'entretien, avec, certaines questions aussi un peu plus spécifiques en lien avec notre question de recherche. Mais disons ce guide SHOUT permet vraiment de pouvoir, voilà, faire parler effectivement les personnes, mais après ça reste quelque chose quand même voilà, de qualitatif, de réflexif et de participatif où aussi, les personnes, ont vraiment leur mot à dire et c'est moins structuré que d'autres méthodes qualitatives, où, voilà, c'est le chercheur qui pose des questions et les participants qui y répondent. Donc, voilà, c'est vraiment, une méthode, participative, assez ouverte à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'ils ont les photos et après, du coup, soit on utilise le guide Showed pour essayer de faire parler les participants sur les photos, mais on peut très bien ne pas le suivre si les gens se mettent à parler tout de suite et si ça se stimule, c'est ça en fait. Il n'y a pas de grand cadre, enfin, vous n'avez pas un cadre structuré à suivre pour faire parler les participants, c'est ça? C'est ça, exactement et justement si une participante commence à partir sur un sujet, il peut y avoir une autre participante qui va rebondir en disant: «Ah c'est exactement, ça me parle, effectivement et d'ailleurs dans ma photo, je voulais exprimer la même chose et rajouter autre chose» et cetera. Donc c'est vraiment aussi ça, l'avantage de le faire en groupe et voilà et il y a beaucoup qui utilisent Showed, mais c'est pas une obligation et puis on peut aussi avoir d'autres, moyens on va dire, de faire parler les photos et de faire parler les participants. Un peu comme dans un focus group, il n'y a pas forcément de C'est il peut ça. y avoir un guide d'entretien avec un cadre théorique, mais c'est pas forcément fixé. Et après, la Mmh. deuxième question, c'était plus en lien sur le sujet des photos. Est-ce que du coup, on leur donne un cadre pour le sujet des photos ou est-ce qu'ils peuvent faire... est-ce qu'il y a des consignes pour les photos ou on leur dit juste un thème, parce que tu avais dit qu'il y avait un thème pour la photo, Mmh. donc le cancer ou l'endométriose par exemple. Qu'est-ce qu'on fait en fait? Est-ce qu'on donne une phrase? Est-ce qu'on donne des consignes? Et là, il y avait la question pour l'obésité par exemple. Oui. Tout à fait. Donc c'est vrai que nous, on va quand même mettre un thème en lien avec ce que, nos questions de recherche, donc pour, recueillir des données donc sur les besoins des patientes en matière d'information et d'aide à la décision. Donc c'est pour ça qu'on va leur donner, une consigne plus en lien avec cette question-là, parce que ça va nous aider ensuite dans le développement, de notre outil d'aide à la décision. Après justement, ça peut être intéressant aussi de développer ce thème avec les participantes, donc aussi de développer les questions de recherche avec les participantes, donc de comprendre qu'est-ce qui est important pour elles, et ensuite de pouvoir définir un thème. Mais c'est vrai que c'est quand même bien d'avoir un thème qui peut rester très général et ensuite, typiquement dans le cadre de l'obésité, je crois que vous avez parlé de prendre en photo par exemple, de la nourriture. Donc ça, c'est tout à fait quelque chose qui peut être, pertinent. Ça peut être, voilà, je prends en photo, mon repas qui est, peut-être très conséquent en disant: voilà, j'avais très faim, et ça m'a fait sentir, comme ça ou comme ça», et en fait, c'est vraiment aussi le discours qui va être autour de la photo qui va aussi être intéressant. Donc il y a la photo en tant que telle et ensuite ce que la personne pourquoi elle a pris cette photo et de pouvoir ensuite l'exprimer pendant la rencontre. Donc, il n'y a pas des consignes très strictes. C'est une thématique, en fait, ou une phrase. Tout à fait. Et après, il y a une autre question d'Adèle. Après, il y a une question de Gloria, il me semble, dans la conversation. Existe-t-il des articles qui comparent cette méthode Photo Voice et des méthodes collectives comme les focus group pour arriver à comprendre quelle méthode à utiliser plutôt que l'autre? C'est une très bonne question. En gros, qu'est-ce qui pourrait nous faire décider que si on est un chercheur ou des patients participatifs co-chercheurs, à utiliser la méthode Photo Voice pour euh, créer, coproduire, par exemple, là, si on veut créer le chatbot ou un autre outil,
Est-ce qu'on aurait pu faire un focus group ou des entretiens semi-structurés ou une autre méthode, par exemple le World Café ou quelque chose comme ça? Quelle méthode, enfin, comment choisir la méthode entre toutes ces méthodes qui sont qualitatives et participatives? Mmh. C'est une bonne question et je pense pas que j'ai une réponse, très stricte et c'est vrai qu'on s'était posé la question donc, avec, Marianne, sur les méthodes, donc on va aussi faire dans un second temps justement, un focus group. Donc on aurait très bien pu faire un focus group, hein, ça c'est sûr. Après, je pense que la particularité, du photo voice, c'est, selon aussi la le type de participant, on va dire, la communauté, avec laquelle on souhaite travailler. Donc ça permet justement de pouvoir travailler avec des populations, justement, dites défavorisées, avec des populations, justement qui ont pas forcément, qui ne parlent pas forcément, la langue du pays d'accueil, avec des personnes, pour lesquelles le fait de s'exprimer justement à l'oral, n'est pas un exercice facile et c'est vraiment un autre moyen de pouvoir s'exprimer et qui est souvent très bien accueilli d'ailleurs par les participants qui trouvent ça, assez fun finalement à faire. Donc, donc je dirais qu'il y a ça, si on travaille justement avec des populations défavorisées et aussi, je pense que ça dépend aussi un peu de l'objectif de l'étude, étant donné qu'il y a aussi tout cet aspect de changement social, politique, avec vraiment cette volonté d'impliquer, les décideurs, les politiques et de vouloir un changement. Donc, pour tout ce qui concerne aussi la recherche appliquée, la recherche action, c'est une méthode qui est particulièrement intéressante, je pense. Après, au niveau des résultats, bah oui, bien sûr, si on fait un focus group ou des entretiens semi-structurés, on peut aussi avoir des résultats très intéressants. Mais voilà, je dirais c'est un peu mes éléments de réponse, mais j'ai pas une réponse très stricte et je pense qu'il faut aussi explorer les différentes possibilités et puis, aussi, bah, quelles sont les ressources parce que c'est sûr qu'un photo voice, bah, ça dure aussi, ça peut durer assez longtemps selon le temps aussi qu'on donne, entre les photos, selon si on veut aussi faire plusieurs phases de photos, ça peut aussi être le cas. Donc il y a certaines études effectivement qui durent plusieurs années, avec, 5, 6, 7 rencontres. Donc ça peut être quelque chose de quand même assez impliquant. Donc voilà, ça peut dépendre aussi de ça. Merci Océane. Il y a une question de Gloria Dossou. Bonjour Gloria. Merci pour la présentation très intéressante. Et quelle est la différence entre la méthode Photo Voice et le collage photo? Alors j'avoue que je connais pas bien le collage photo. Si la Gloria, je personne ne qui sais pas pose si je peux te donner la parole. Je sais pas, je vais regarder si ça marche. Autoriser le micro. J'ai autorisé le micro, Gloria, si jamais tu veux C'est- expliquer la méthode Photo Voice. Bonjour Gloria. Bonjour tout le monde, merci pour la présentation. La méthode de collage photo, en fait, je voulais voir en termes parce qu'en termes de pratique, c'est vrai, comme tu as dit tout à l'heure, Pauline, on ne prend pas les photos pour la méthode de collage. On demande aux participants, on fait aussi des entretiens ou des focus group, de venir avec des photos qui représentent une thématique pour eux. Et c'est plusieurs photos. Donc après, on leur demande de faire une sorte de montage, d'alignement. Enfin, on raconte une histoire à travers les photos. Donc, ils doivent nous expliquer pourquoi telle photo a été choisie, c'est quoi le cheminement, pourquoi telle et telle photo a été assemblée, qu'est-ce que ça leur évoque et le lien avec la thématique. Et donc, en termes d'application, je voyais pas mal de similitudes. La seule différence, c'est qu'ils ne prennent pas la photo. Ils viennent avec des photos qui existent déjà. Qu'ils ont pris eux-mêmes? Ou- Ça peut être... en fait, il n'y a pas la contrainte de faire le geste de prendre la photo. Ça peut être des Ok. images qui sont trouvées sur Internet. Par exemple, pour le cancer, qui représente le cancer pour eux, ou des images enfin, qu'ils ont trouvées de leur quotidien, ou des photos qu'ils ont chez eux qui représentent quelque chose. Et donc, c'est eux qui font le collage. Enfin, c'est ça le collage. Plusieurs photos, ils font le collage eux-mêmes et ils nous racontent l'histoire après de ce Mmh. que ça veut dire. Et pareil avec des questions et un entretien derrière. Oui, tout à fait. Donc, oui, je vois maintenant, quelle méthodologie c'est. Merci beaucoup pour l'explication. Donc effectivement, c'est quand même assez proche, hein, dans l'idée, mais comme vous l'avez dit, donc il y a pas cette contrainte forcément de prendre des photos. Donc là, la différence, c'est vraiment
de demander aux personnes de prendre en photo leur quotidien et leur vécu. Et donc, je dirais que c'est ça la principale différence. Et après, je ne sais pas effectivement si cette méthode du photocollage est autant imprégnée de cette volonté de changement social, politique, comme pour le Photo Voice. Voilà, donc je pense qu'il y a beaucoup de similarités, effectivement, et puis il y a des petites différences aussi qui font que chaque méthode a sa particularité. Mais effectivement, c'est aussi le photocollage, une méthode participative où les personnes peuvent s'exprimer au travers des photos. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs méthodes qui existent avec l'utilisation des photos et qui sont très intéressantes pour collaborer avec certaines populations. Oui, c'est intéressant parce que dans les deux cas, c'est les photos qui permettent de faire parler les gens sans que ce soit du langage à l'écrit ou à l'oral directement avec des réponses à des questions. Mais dans un cas, c'est plus le quotidien, j'ai l'impression, Photo Voice. Et dans l'autre cas, moi, je connais ni l'une, enfin, je connais les autres juste par votre présentation, je les connaissais pas avant. Et l'autre photocollage, c'est peut-être plus large et peut-être moins coûteux ou moins contraignant en termes d'organisation. Mais du coup, ça, voilà, les deux ont leur spécificité et leur avantage. J'ai une petite question en lien avec celle de Gloria, c'est est-ce que dans la photo voice, il faut forcément donner un appareil photo aux gens, ou est-ce qu'ils peuvent prendre avec leur téléphone, ou ce qu'ils ont déjà chez eux, ou il y a vraiment le besoin de donner un appareil photo pour l'acte de prendre avec un appareil photo, je me demandais. Non, alors c'est vrai qu'actuellement, il y a aussi des chercheurs qui le font, enfin, qui proposent aux participants de le faire avec avec leur téléphone, par exemple, étant donné qu'aujourd'hui, la plupart des personnes prennent des photos avec leur téléphone. Et c'est tout un débat qu'on a eu au sein de notre équipe de recherche sur est-ce qu'on fait avec le téléphone ou est-ce qu'on fait justement avec ces appareils photo. Bon, dans ce cas-là, c'était des appareils photo jetables qui permettent ensuite, qu'on développe dans un second temps. Et toute la réflexion qu'on a eue, c'était vraiment sur l'équité en fait entre les Oui. participantes. Du fait que bah voilà, si il y a une personne qui a le dernier iPhone et puis s'il y a une personne qui a un appareil photo qui est de moins bonne qualité ou qui peut même être cassé, etc., bah ça peut aussi avoir un impact. Par exemple, quand les personnes présentent leurs photos, si il y en a une qui a des magnifiques photos de super qualité et une autre des photos de moins bonne qualité, Oui. c'est plus ça, en fait, sur lesquels on était sensible. Et du coup, le fait de donner justement des appareils photo jetables, bah, ça met tout le monde sur le même pied Ouais. d'égalité. Et c'est vrai Ouais. qu'on avait eu une conversation aussi avec une patiente partenaire, une de nos patientes partenaires qui disait: «Ah, mais c'est un peu frustrant avec les appareils photo jetables parce qu'on ne peut pas voir directement le résultat et on est aussi limité sur le nombre de photos». Parce que c'est vrai qu'il y a une cartouche dans ces appareils photo jetables qui permettent de faire, je crois, une vingtaine de photos. Et du coup, bah, nous, c'était aussi un peu le but de pouvoir, c'était un avantage de pouvoir aussi limiter le nombre de photos, parce que ça permet aussi peut-être plus de réflexion sur quoi prendre, de ensuite d'avoir aussi moins de choix, on va dire, quand il faut choisir 3 5 photos pour les présenter, parce que si on en a 200, c'est un petit peu compliqué. Et aussi l'autre patiente partenaire, du coup, elle donnait son avis plutôt opposé en disant bah, qu'elle trouvait ça assez chouette en fait d'avoir justement un appareil photo jetable où on ne voit pas directement ce qu'on a pris en photo parce que ça permet d'être un peu plus dans l'instant présent et de ne pas justement se prendre la tête, par exemple, en disant ah mais j'ai pris cette photo, l'exposition est pas bien, je vais la refaire, etc. Alors que là finalement il y a quelque chose de l'instant présent, quelque chose aussi de l'attente de voir ensuite ces photos et qu'elle trouvait ça assez chouette. Donc il y avait un peu ces deux avis opposés avec les avantages et les désavantages de chaque méthode. Et pour finir, on a décidé bah, justement d'utiliser ces appareils photo jetables, mais il y a vraiment plusieurs moyens de le faire. Ça peut être des appareils photo non jetables aussi, ça peut être avec les appareils des téléphones. Donc il y a vraiment différents moyens de le faire. Très intéressant le côté équité et puis enfin, le retour des patients partenaires par rapport à ça. Il y a une autre question de Gloria. Avez-vous soumis le projet à un comité d'éthique avant démarrage et quelles ont été les contraintes limites majeures soulignées par le comité? Alors oui, on a soumis au comité d'éthique. Donc d'ailleurs, on vient de recevoir la réponse officielle comme quoi
on l'a obtenu et qu'on va pouvoir commencer le recrutement. Donc au niveau des contraintes limites, en fait, on nous en a pas posé beaucoup. Enfin, on était assez contents, on est passé assez facilement, en fait, au travers de ce comité d'éthique. Aussi parce qu'on avait déjà réfléchi justement, à différents points, notamment, tout ce qui concerne le droit à l'image. Donc ça qui était quand même un gros, aussi une grosse question de notre part par rapport à ces questions de droit à l'image en lien avec la prise de photos. Donc surtout pour des personnes qui font pas partie des participants à l'étude. Donc là, ça devient tout de suite très compliqué parce qu'on aurait dû demander aux participantes de faire signer des consentements aux personnes qui ont été prises en photo. Donc ça nous paraissait vraiment trop compliqué, trop complexe. Donc on a noté notamment dans le protocole que justement on allait demander à ce que les participants ne prennent pas en photo des personnes qui puissent être reconnaissables. Et après, voilà, après c'était surtout sur la gestion des données, donc la gestion des photos et cetera, des transcriptions qui vont être, sur des dossiers protégés, et après, toutes les questions de consentement ensuite, sur la question de l'organisation de cette exposition photo. Donc, bien sûr, les participants devront consentir à ce qu'on expose leurs photos, consentir, à ce que ce soit une exposition publique. Voilà, donc c'est vrai qu'on avait déjà pas mal réfléchi sur toutes ces histoires-là et au final, il y a pas eu vraiment de contraintes, enfin, on nous a pas imposé de modifier, en fait, cette étude-là. Donc il y a eu quelques petites choses sur, parce qu'on a enfin, on a soumis plusieurs études en même temps à la commission d'éthique, donc aussi les études d'après. Mais sur celle-là, il y a pas eu, il y a pas eu de gros retours en tout cas, où enfin, ils n'ont pas pointé des choses problématiques. Donc assez rassurant, si vous voulez le mettre en place. Merci beaucoup. Il y a Gloria qui nous remercie aussi. Je ne sais pas s'il vous reste quelques questions pour les participants. N'hésitez pas, on a encore quelques minutes. On a encore quelques minutes. Et Océane, en attendant qu'il y ait une dernière question, est-ce que vous avez déjà commencé à analyser les résultats ou pas encore? Non. Non. Parce que je me demandais, comme vous avez un objectif qui est quand même précis. Votre objectif, c'est de recueillir les besoins par rapport à la création d'un chatbot pour mieux répondre aux besoins des personnes concernées. Je me suis demandé pourquoi vous avez choisi une méthode qui est aussi large et aussi contraignante en termes de temps, d'organisation, alors que vous avez un but très précis, très concret et très numérique, c'est-à-dire en gros, ce qui vous intéresse, c'est comment créer un chatbot qui réponde aux besoins, qui soit accessible, qui soit au niveau accessibilité même numérique, ce soit utile. Et du coup, là, les patientes, elles vont jamais tester ou parler du chatbot directement pendant le photo voice. Du coup, je me demandais voilà, pourquoi ça a été choisi comme ça et comment vous allez vous en sortir pour répondre à la question qui est très précise en fait. Mmh. Tout à fait. Alors, en fait, c'est vraiment la première étude qu'on a voulu très large pour plus comprendre, quels sont les besoins en Oui, information, les donc plus besoins. aussi sur le contenu, du Oui, chatbot. Et après, justement, on aura un focus group où là, on va faire, en fait, grâce à ce qui va ressortir du Photo Voice, on va créer une première maquette du chatbot avec les éléments qui sont ressortis, en fait. Et là, il y aura du coup une première vision du chatbot, ce à quoi il va ressembler. Donc là, les participantes pourront donner leur retour sur cette maquette. Et la troisième étude, ce sera une étude qui s'appelle Think Aloud, où en fait les participantes vont utiliser le chatbot et dire à voix haute ce qu'elles en pensent. Donc c'est vraiment un processus itératif. Donc on s'est basé sur un modèle, donc le modèle de Coulter, sur le développement justement des outils d'aide à la décision. Et la première étape était volontairement très large et on trouvait que la méthode Photo Voice était aussi très intéressant. Personnellement, je trouvais très intéressant, donc c'était aussi un choix dans le cadre de ma thèse et je trouvais que c'était une méthode qui me tenait à cœur d'utiliser et d'apprendre et qui s'appliquait plutôt bien finalement pour cette première étape très large sur les besoins en information des patientes. Mais évidemment, après, ce sera un peu plus précis plus resserré sur le chatbot.
Oui, c'est vrai qu'en fait, c'est normal, c'est la première étape d'analyse des freins et leviers, de compréhension globale du contexte. Et après, Mhm. vous aurez des choses beaucoup plus précises. C'est vrai que je n'avais pas pensé que c'était vraiment le tout début de ta thèse. Et donc après, tu Oui. auras tout le temps d'analyser de manière précise. Océane, tu m'entends toujours? Là, c'est bon. Ouais, Ça frise un oui, petit moment. c'était un peu coupé. Je disais juste, voilà, c'est normal, c'était l'étude du contexte. Et après, vous n'avez pas encore créé le chatbot du tout, en fait. C'est vraiment la base pour créer le chatbot. Exactement. C'est vraiment dans l'idée de co-construire ce chatbot dès le début avec des patients. Ouais, c'est vraiment très intéressant. Et merci pour cette méthode qui a permis de, comment dire, de faire comprendre d'autres types de méthodes participatives et qualitatives et qui pourraient être utilisées aussi par d'autres chercheurs. Je vois qu'on a atteint le temps, donc on va arrêter là les questions. Je voulais vraiment te remercier, Océane, pour ton temps. On va mettre évidemment le replay par mail et dans YouTube et par LinkedIn, donc n'hésitez pas à commenter ou partager. Et puis, j'ai le plaisir aussi de vous partager très prochainement le planning de 2026 des Meet and Share qui vient d'être finalisé. Et on aura deux présentations en janvier, une le 12 janvier et une le 15 janvier, qui seront alors en anglais, parce que ce seront des présentations anglophones. Une à 13 heures le 12 janvier, exceptionnelle, un lien avec une thèse d'un des chercheurs de notre réseau sur la prévention des cancers et des risques évitables. Et le 15 janvier, ça sera sur le concept de l'implémentation, de la science de l'implémentation, toujours en anglais. Et après, on repartira aussi sur des thèmes plus participatifs. Donc en mars, on aura une présentation sur coactif et l'implication des DIAD. Et puis après, l'implication des étudiants dans la recherche participative à l'université. Et après, plus sur les changements de comportement. Donc on vous partagera voilà, le planning, mais n'hésitez pas dès à présent à vous inscrire. Tous les liens sont prêts. Donc, vous pouvez vous inscrire pour toute l'année prochaine pour les Meet and Share. Et puis, on voulait vous remercier pour votre implication toute l'année. On a eu beaucoup de participants chaque mois. Donc, merci beaucoup pour votre présence. Et n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des retours, des questions, des envies. N'hésitez pas, on fera le maximum pour répondre à tous vos retours. Donc, on va fermer ce Meet and Share et on vous souhaite une très bonne année, une très bonne fête de fin d'année. Merci à tous. Merci. Bonne fin d'année.